La parole est à Monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs du gouvernement, mes chers collègues, le 49.3 est un échec, votre échec. La situation, vous la connaissez depuis le mois de juin. Les Français ne vous ont pas accordé de majorité absolue. Le message était limpide. Après un quinquennat où le président n'a écouté que lui-même, les Français ont souhaité que s'élaborent, dans le cadre de cet hémicycle, des compromis utiles. Vous ne les avez jamais cherchés. En tout cas, vous ne les avez jamais cherchés avec la gauche de cet hémicycle. Et le président a été on ne peut plus clair la semaine passée en appelant distinctement à une alliance avec la droite de l'Assemblée. C'est votre pente naturelle. Vous voulez mener une politique de droite. Il est de ce point de vue assez logique que vous appeliez la droite à se mettre en cohérence avec elle-même en vous rejoignant. Pour notre part, nous avons, lundi dernier, signé et voté avec l'ensemble de la NUPES 2 motions de censure sur le PLF et le PLFSS. Nos raisons de nous opposer sur ces 2 projets n'ont pas varié depuis. Une semaine après, nous sommes à nouveau réunis pour des raisons identiques. Vous avez décidé, une nouvelle fois, de passer en force. Et vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin, puisqu'il est déjà évoqué un nouveau 49.3 d'ici à la fin de la semaine. Et même d'ici à la fin de l'exercice budgétaire, vous pouvez le dégainer encore jusqu'à 19 fois. Les prochaines semaines, nous les connaissons donc. Plutôt que de rechercher un compromis, vous allez rester vissé sur vos positions et vous tenterez de renvoyer l'idée du blocage à l'opposition. Contre toute vérité, vous continuerez d'évoquer une hystérisation du débat qui n'a pas eu lieu. La vérité, c'est qu'il n'y a eu ni obstruction, ni caricature, mais juste un débat nécessaire à un moment où vous engagez notre pays sur une voie qui menace sa cohésion. La vérité, c'est que l'usage du 49.3 vous permet d'abord de museler les parlementaires de votre propre majorité relative. Certains d'entre eux ont fait le choix d'entendre, pour les uns, leur conscience, pour les autres, leurs électeurs, et il n'est même pas impossible que les deux se conjuguent. C'était le cas sur le PLF, avec les votes sur la taxation des superdividendes ou le crédit d'impôt pour les résidents en EHPAD. C'est vrai maintenant sur le PLFSS, où vous masquez un début de fronde dans vos rangs. Sur la suppression de l'interdiction des téléconsultations pour prescrire les arrêts de travail, sur les exonérations de cotisations sociales entre 2,5 et 3,5 SMIC, amendements déposés, y compris par votre propre président de la commission des lois. Sur la régulation de l'installation des médecins, posée par le très autonome groupe Horizon. Sur l'opposition larvée au transfert de recouvrement de l'Agirc Arco aux URSSAF. Bref, votre refus d'un dialogue intelligent avec le Parlement ne se limite pas aux oppositions. C'est le Parlement tout entier que vous méprisez. Pour masquer votre brutalité, vous voulez désormais banaliser l'usage du 49.3. Vous voudriez le transformer en instrument ordinaire de gestion du débat parlementaire. En regard, nous pensons, nous socialistes, imprudents de banaliser l'usage de la motion de censure qui doit conserver son caractère exceptionnel pour en maintenir la force symbolique. La motion de censure est un argument ultime à suggérer chaque semaine que le gouvernement tombe sans que jamais il n'en soit réellement menacé. On prend le risque d'affaiblir la force du message et l'écho qu'il doit trouver dans l'opinion. Pour cette raison, nous n'avons pas signé la motion de censure de nos collègues de LFI, je ne parle même pas de celle du RN, à l'instar de nos collègues des groupes écologistes et communistes. C'est un point de désaccord avec le groupe Insoumis, parce qu'avec la répétition des 49.3 et de leurs répliques, la motion de censure, le risque pris, c'est celui d'un brouhaha continu qui ne profitera qu'à l'antiparlementarisme, et ce risque-là, chacun ici doit le mesurer. Le RN de Mme Le Pen, elle, n'en a
Cure n'en a que faire. C'est sa culture, c'est son histoire. Le RN est dans un jeu tactique dont il sortira seul gagnant si nous continuons de focaliser notre attention sur son attitude. Alors, je vais dire des choses simples et définitives. Nous ne voterons jamais aucune motion du RN, ni n'appellerons jamais ses voix. Tout nous sépare. Nous sommes les héritiers du Conseil national de la résistance quand les communistes, socialistes, gaullistes, radicaux, chrétiens, démocrates préparaient la France d'après, pendant que vous, à l'extrême droite, vous collaboriez avec Vichy. Nous sommes les héritiers d'Ambroise Croizat et de Pierre Laroque, qui donnèrent à l'universalisme républicain une dimension encore jamais atteinte grâce à la mise en place de la Sécu. Vous avez fêté la victoire de Giorgia Meloni, qui revendique l'héritage du fascisme. Nous nous sommes désolés que la gauche n'ait pas pu lui opposer un front uni. Vous avez soutenu cette nuit Jair Bolsonaro. Nous nous sommes réjouis, nous, cette nuit, de la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva. Vous avez obtenu des groupes Renaissance, Modem et Horizon, 2 vice-présidents de notre Assemblée, la présidence de groupes d'amitié qui vous permettront de parler au nom de la France à l'étranger. Mais de nous, vous n'obtiendrez rien. Oui, vous n'obtiendrez de nous rien. Quoi que vous votiez, nous vous renverrons avec opportunisme tactique, mais rien ne vous permettra de vous prévaloir de la moindre proximité avec nous. Partout où l'extrême droite l'emporte, les résultats sont les mêmes. Vous partagez le bilan avec les libéraux en le portant à son apogée, des riches plus riches, des pauvres plus pauvres, des services publics paupérisés, des femmes qui voient leurs droits régresser, l'âge de la retraite qui recule, la démocratie méprisée, l'écologie bafouée et au final, même l'insécurité galope. Alors vous pouvez hurler, rien ne nous effraiera et nous vous ferons face. Quant à la motion du groupe LFI, si, je viens de le dire, nous n'en partageons pas l'opportunité, nous en partageons le sens et le contenu. La fixation d'une évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour 2023 est inférieure à l'inflation. C'est la première fois. Et l'évolution prévue pour les années 2024 à 2026 est tout aussi faible. En termes clairs, pour que les Français nous comprennent, vous avez décidé de dépenser moins pour la santé au cours des prochaines années. Et c'est insoutenable. Quel hôpital voulez-vous? Combien de temps resterez-vous sourds aux alertes répétées des personnels hospitaliers? En 10 ans, les effectifs ont augmenté d'environ 3,5%, alors que les hospitalisations ont cru d'un peu moins de 20%. Les services d'urgence suspendent leur activité, des situations très tendues, comme en ce moment celle de la pédiatrie, et notamment de la réa pédiatrique. Alors, stop ou encore, ce ne sont pas des économies que vous préparez, mais la pénurie que vous organisez. Pour la médecine de ville, 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Les déserts médicaux progressent. En 10 ans, le nombre de médecins généralistes a baissé de près de 10%. Alors, stop ou encore, les révélations du livre, les fossoyeurs de Victor Castanet ont ému la France entière et le gouvernement n'a pas manqué d'y ajouter ses armes de crocodile. Mais vous avez enterré le projet d'une loi grand âge que le président de la République s'était pourtant engagé à produire. Alors oui, tout coûte, et la santé singulièrement. Mais à quoi servent les pouvoirs publics s'ils ne sont plus là pour garantir ce bien commun qui est l'accès de tous aux soins? Que valent vos tableaux de compte si les variables d'ajustement, ce sont les Français qui n'ont d'autre choix que la solidarité nationale? Les grandes fortunes ne seront jamais confrontées à l'absence de médecins, d'infirmières, de chirurgiens, d'anesthésistes. Tout n'est évidemment pas possible, mais l'absence de volonté est une faute. Et oui, nous assumons la nécessité de recettes nouvelles. L'ambition d'un PLFSS, je conclus, n'est pas d'ajuster au mieux en faisant chaque fois moins. L'ambition d'un PLFSS, c'est de garantir la protection de tous par la mutualisation des risques et des coûts et de prolonger ainsi ce combat séculaire pour le progrès humain.
Voilà la position des socialistes, qu'ils participent ou non au vote du jour. La sécurité sociale est un trésor. Nous en sommes les gardiens, avec toutes celles et ceux qui n'oublient pas l'héritage du Conseil national de la résistance. Pas pour en reprendre le sigle, mais pour en maintenir l'ambition. Et pour reprendre le grand Jaurès, oui, nous avons nous aussi le culte du passé. Mais c'est nous, parce que nous marchons, parce que nous luttons pour un idéal nouveau. C'est nous qui sommes les vrais héritiers du foyer des aïeux. Merci. Nous en avons pris la flamme, vous n'en avez gardé que la cendre. Merci, mon cher collègue.